Bonjour, merci d'être là. Bienvenue dans notre exposition annuelle que nous allons vous présenter de manière particulièrement inédite grâce au regard de cette caméra qui va vous promener dans nos murs, qui va vous permettre de comprendre l'échelle des tableaux et, je l'espère, de bien visualiser et d'appréhender le propos de cette exposition. Alors cette exposition s'appelle Découverte numéro 2. Donc elle est basée sur notre méthode, sur la méthode que j'ai employée depuis que j'exerce ce métier, depuis quasiment 40 ans, c'est-à-dire la connaissance. Voilà, j'ai tout de suite compris et pensé qu'il fallait connaître, comprendre le langage des artistes pour pouvoir s'exprimer et donc découvrir des tableaux, voir les tableaux là où les autres peut-être ne les voyaient pas. Alors aujourd'hui, avec un petit peu plus d'expérience, les tableaux viennent à la fois à nous, par notre réseau, par notre réputation, et nous les expertisons pour les comptes de nos clients, et les documentons et les vendons pour eux. Et il y a aussi les tableaux que nous trouvons nous-mêmes sur le marché ouvert, où on essaye de trouver, de chercher un petit peu les erreurs pour mettre nos connaissances à notre profit. C'est l'objet de cette exposition et donc elle vous montre un peu tous ces tableaux inédits, frais, qu'on nous a apportés ou que nous avons découverts. La découverte de ce tableau de Jan Paynas est tout à fait passionnante et fascinante. Paynas est un artiste hollandais du début du XVIIe qui a fait une partie de sa carrière en Italie et on le classe dans la catégorie des artistes qu'on appelle les pré-rembrandtesques, c'est-à-dire qui viennent avant Rembrandt. Et ce tableau est d'abord beau, esthétiquement, plastiquement, il conserve un petit peu dans sa composition des effets du maniérisme avec le sujet, avec l'histoire, la lapidation de Saint-Étienne qui est racontée en deux temps, et aussi avec ce dynamisme et ce côté un tout petit peu exagéré des formes. Ce qui est extraordinaire dans ce tableau, c'est qu'il enseigne sur les débuts du jeune Rembrandt. En fait, on savait par les sources, dès le XVIIe siècle, il y a eu des mentions du fait que Rembrandt a été, au même titre qu'il a été l'élève de Peter Lastman, élève des frères Jan et Jacob Paynas. Et la découverte de ce tableau le confirme, car on ne peut pas comprendre le tableau du musée de Lyon, qui traite du même sujet et peint par le tout jeune Rembrandt à 19 ans, s'il n'a pas eu en tête la connaissance de celui-ci. Donc, du coup, nous avons la preuve évidente que Rembrandt a été l'élève de Paynas. Ce petit tableau représente Louis II Filippo, comte de Pontchartrain. Il est peint par Robert Levraque-Tournière vers 1700. Le comte de Pontchartrain était un des personnages très importants de la seconde partie du règne de Louis XIV. Levraque-Tournière est un contemporain de Hyacinthe Rigaud et Nicolas de Largillière. La particularité de ce petit tableau est d'être peint à petite échelle, car en général les portraits sont de plus grande taille, et surtout sur cuivre. Et ce support permet à l'artiste de déployer tout son talent. Vous pouvez voir, si vous rentrez dans le tableau, l'intelligence du regard, le volume de la perruque, la finesse de la vie, du coloris, avec cette harmonie de rose, de bleu marine, l'éclairage dans le fond qui fait ressortir le modèle. C'est un tableau d'une finesse exquise et d'une insigne rareté. Cet important tableau d'Eugène Delacroix est une redécouverte importante. En effet, lorsqu'il est passé en vente publique il y a une vingtaine d'années, il était sale et il n'était qu'attribué à Delacroix. En effet, il souffrait d'avoir été décrit par Lee Johnson et Maurice Cerulaz comme une œuvre commencée par Delacroix et terminée par Andrieux, son élève. Depuis, une restauration du tableau qui a permis d'enlever son ancien vernis et de redécouvrir toutes ses couleurs et une analyse scientifique ont permis de comprendre que tout était sorti du même pinceau. Donc nous avons aujourd'hui l'assurance que le tableau est entièrement peint de la main d'Eugène Delacroix, ce que la science démontre mais que l'œil pouvait déjà voir à l'issue du nettoyage.
D'autre part, il porte le cachet de la vente de l'atelier de l'artiste. Il porte aussi au dos le cachet du marchand de couleurs de l'artiste. Et enfin, un des grands connaisseurs actuels de l'artiste, qui est Patrick Noon, a vu le tableau physiquement et pour lui, son attribution ne pose aucun problème. Donc nous avons, si vous voulez, tout un ensemble de faisceaux positifs qui permettent de rendre avec certitude ce tableau à Eugène Delacroix. Alors ce qu'on peut apprécier dans ce tableau, évidemment, plastiquement, c'est la violence, la furie, la rapidité avec laquelle, le bouillonnement avec lequel il est réalisé. Vous avez des figures ici qui sont comme éclaboussées. C'est du Delacroix tardif, c'est un moment où son pinceau s'ouvre, comme tous les grands peintres, à la fin de leur vie en général, pas tous, mais souvent leur vue baisse. Et donc le pinceau se déploie, et donc il peigne moins précis. Et là, on en a un exemple tout à fait significatif avec cet admirable tableau qui est un tableau très gestuel et très lyrique. Ce tableau d'Eugène Boudin a été découvert dans une vente à l'hôtel Rouault où il était présenté très sale et comme d'après Boudin, donc pas vendu comme une œuvre originale. Donc moi, lorsque je l'ai vu, j'ai tout de suite compris qu'il pouvait être autographe, et la restauration a révélé toutes ses qualités. Je l'ai aussi étudié avec Laurent Manoff, qui est un des grands connaisseurs de Boudin, et qui très gentiment a porté à notre connaissance des études pour les petites barques qui sont à droite et qui sont conservées au musée des Beaux-Arts du Havre. Alors ce tableau date des débuts de Boudin, de la fin des années 50. Il n'a pas encore ce frétillement, même si on peut le percevoir caractéristique de la maturité de Boudin. Il est plus resserré de technique. Le sujet est très complet, très bien représenté. C'est un des lieux importants de l'impressionnisme, puisqu'il s'agit de Honfleur et de la Lieutenance. Et sa gamme chromatique est très très belle, avec cette dominante de bleu, et évidemment toujours de gris souligné de noir, comme on va les retrouver plus marqués plus tard chez Boudin. Donc c'est un tableau important, car inédit, nouveau dans le corpus de l'artiste, important par sa date de réalisation, qui en fait un tableau vraiment pré-impressionniste, et par le lieu représenté. Ce tableau de Paul Rançon est un des petits trésors de cette exposition. Il a été trouvé par un de mes très bons confrères qui est établi à Marseille et qui, de son ordinateur, dans une vente courante à Drouot au Nord, c'est-à-dire vraiment dans les endroits où on vend les choses les plus ordinaires, il a eu l'intuition que le tableau pouvait être de Paul Rançon. Il l'a acquis, me l'a apporté, tout sale, et nous l'avons fait très 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 délicatement restaurer, retendre, parce qu'il était un peu détendu en bas. Donc c'est Florence Delteil qui a travaillé sur la couche picturale et Jean-Pascal Viala sur le support, donc il est resté sur sa toile d'origine. Et c'est une addition très importante au corpus de cet artiste nabi de la fin du 19e siècle qui s'appelle Paul Rançon. Alors le sujet, ce sont deux femmes qui se coiffent. La réalisation est évidemment très japonisante, c'est la découverte des estampes japonaises. Les artistes sont très très influencés par ça à ce moment-là. Donc vous voyez que ce tableau n'est qu'une série d'arabesques, d'ondulations, parfois confinant jusqu'à la mollesse, mais l'effet décoratif est très très impressionnant et il est renforcé par cette technique à la tempéra, donc une technique mate, sèche, et qui donne ce côté froid au tableau et absolument magnifique. Ce petit tableau de Théodore Rousseau est tout à fait ravissant, car il est peint avec deux techniques différentes. Le ciel est chargé en huile et la partie basse est dessinée au pinceau, quasiment sur la préparation, avec de la peinture à l'essence, de la peinture diluée. Donc on a une sorte de dichotomie de techniques, mais qui donne un charme tout particulier au tableau, puisque du coup il est peint dans ce qu'on appelle un camailleux de brun.
Théodore Rousseau est un des grands peintres de l'école de Barbizon, au même titre que Jean-François Millet. C'est un artiste qui a toute sa vie inventé, travaillé les techniques, maniant parfois jusqu'à la craie sur le panneau. Il dessinait à la craie directement sur le panneau. Donc il a fait beaucoup de tentatives dans sa vie. Et Van Gogh l'admirait beaucoup. Voilà, ça c'est un tableau tout à fait ravissant. J'ai une tendresse particulière pour ce dessin à la plume de Théodule Ribaud, car lorsque je l'ai vu, lorsque j'ai posé les yeux dessus pour la première fois dans une vente ordinaire à l'Hôtel Drouot, j'ai vu un véritable choc. J'ai trouvé ce dessin touchant, prenant, intense, presque inquiétant. En fait, au-delà de l'étude d'une main, c'est aussi derrière cette main le portrait d'une main et toute la puissance psychologique, bizarrement, du modèle que l'artiste a représenté au-delà de la main. On sent la présence de l'homme au-delà de la main représentée. Et puis plastiquement, je trouve qu'il a quelque chose dans son traitement avec cette plume très vigoureuse et très contrastée, quelque chose de hugolien, voilà, qui m'a beaucoup saisi. Donc ce dessin a un poids et une présence vraiment très particulière. Voilà, Théodule Ribaud est un des grands maîtres de la peinture réaliste de la seconde moitié du 19e, donc le dessin date des années 1880. Ce tableau a une histoire très particulière. Lorsqu'il est apparu dans une vente publique, il y a une quinzaine d'années, il avait fasciné le commissaire-priseur et ses experts, et qu'il avait mis au dos du catalogue et présenté comme école française vers 1880. Et je dois dire que nous sommes nombreux à nous être interrogés face à ce tableau, et finalement c'est un ami qui l'a emporté fort cher parce qu'il pensait qu'il allait découvrir qu'il était peint par un très grand peintre. En effet, le sujet est un sujet impressionniste, hein, c'est une femme à l'ombrelle, donc c'est en plein air, donc c'est un sujet qui colle avec l'époque impressionniste, et il est d'une technique extrêmement audacieuse. Il est peint en quasi-totalité au couteau, avec des effets de matière écrasée, argentée, métallique, froid, d'une audace folle. Et du coup, on a proposé les plus grands noms, comme jusqu'à Cézanne, Caillebotte, jusqu'à même anticiper les créations de Nicolas de Staël un siècle plus tard. Et puis finalement, à chaque fois, les recherches butaient, puisqu'on n'arrivait pas à le faire rentrer dans le corpus d'un de ces grands peintres cités. Et un jour, fortuitement, le propriétaire, David Champion, a trouvé dans le catalogue de salon le tableau définitif d'un artiste qui s'appelle Georges Bertrand, c'est-à-dire un quasi inconnu, qui est un peintre plutôt pompier et académique, mais qui a ce jour-là eu un moment de grâce. Alors, il est aussi intéressant à un autre titre, ce tableau, c'est qu'il montre la difficulté qu'il y a à attribuer les tableaux du 19e siècle. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, tout le monde peut un jour être Manet, tout le monde peut un jour être le jeune Renoir. C'est difficile d'être Degas, parce que Degas, c'est encore une autre dimension. Je veux dire, ça montre que les petits peintres sont capables d'accéder esthétiquement et plastiquement au niveau des grands, ce qui n'est pas le cas dans les époques antérieures. Donc ça rend les attributions en 19e siècle très très difficiles. Ce tableau d'Édouard Vuillard, lui, ne va pas révolutionner la connaissance que nous avons de cet artiste. Néanmoins, il est très joli, évidemment, comme globalement toute la production de Vuillard, même si la production de Vuillard est très importante, il y a toujours chez lui une légèreté, une fraîcheur, une intelligence dans la mise en page, comme vous pouvez le voir ici. Donc il nous montre un bouquet de marguerites sur une terrasse avec une balustrade derrière, et puis toujours, comme je vous le disais, cette intelligence dans la composition, hein, avec ce petit contrevent ici qui vient fermer et construire l'espace de manière très astucieuse. Voilà, ce tableau est peint vers 1901, au moment où Vuillard est à Cannes, chez
ici à Natanson. Et donc on sent qu'il y a évidemment beaucoup de légèreté, beaucoup de gaieté à ce moment-là chez lui, et cela transparaît dans son œuvre. Alors sa découverte est assez amusante, entre guillemets, puisque il est passé à l'hôtel Drouot il y a quelques mois. Il était décrit comme école française vers 1900, donc sans nom d'auteur particulier. C'était pas très difficile de reconnaître le style de Vuillard, mais bon. Mais surtout, il suffisait d'ouvrir le catalogue raisonné où le tableau était reproduit, décrit au millimètre près. Voilà. Donc, malheureusement, nous n'avons pas été les seuls à le reconnaître, donc on a dû batailler ferme pour l'acquérir. Mais finalement, nous l'avons eu. Et Mathias Chivot, le spécialiste de l'artiste, était très heureux de le voir, parce qu'il ne le connaissait qu'en photo, et évidemment de confirmer son authenticité. Voilà. Eh bien, merci. Merci de votre attention, en tout cas pour ceux qui auront tenu jusqu'au bout de cette présentation. J'espère que vous aurez eu autant de plaisir que nous à visionner cette exposition. Pour nous, c'était évidemment toujours un moment important dans l'année. Ce catalogue et cette exposition demandent, comme vous l'imaginez, beaucoup de travail. C'est un travail d'équipe qui est dirigé très délicatement et efficacement par Amélie Duclosel. Et ensuite, ont contribué à la rédaction et à la création de tout ce catalogue Maxime Georges Métro, Carola Chichi, Léopoldine Duchemin, Ambroise Duchemin, et tous ceux qui nous aident toute l'année. Je pense notamment à notre encadreur chéri Antoine Béchet, qui est notre voisin, nos restaurateurs, Florence Delteil et Jean-Pascal Viala, et puis tous nos amis, et en tête de ceux-ci, mon très cher camarade David Champion, voilà, qui sont tous, chacun à leur place, contribuent à faire de cette exposition, je l'espère, une réussite. Voilà. Quant à moi, je vais aller maintenant me coucher, car je n'ai plus rien à dire, puisque l'exposition n'aura plus lieu qu'en virtuel. Donc voilà, merci à vous tous.